Un homme est retrouvé mort sur une plage, adossé au mur, les jambes allongées, comme s'il s'était simplement endormi. Il n'a pas de nom. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été soigneusement découpées. Et dans une poche secrète, cousue à la main dans son pantalon, un petit bout de papier. Dessus, 2 mots, en persan. C'est fini. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de l'homme que personne n'a jamais réussi à identifier, ni à comprendre. Approche, installe-toi et écoute-moi bien. Ce que je vais te raconter s'est réellement passé. Et près de 80 ans plus tard, ça résiste encore à toute explication. Nous sommes le 1er décembre 1948 en Australie, à Adélaïde. Un matin d'été austral, doux, sur la plage de Somerton. Des passants marchent au bord de l'eau quand ils remarquent un homme adossé au mur qui longe le sable. Il est bien habillé, costume soigné, cravate, chaussures cirées. Sa tête penche légèrement sur le côté. Une cigarette à demi consumée repose sur son col, comme si elle avait glissé de ses lèvres. Oh, il a l'air de dormir, mais il ne dort pas, il est mort. Et déjà, quelque chose cloche. La veille au soir, d'autres témoins l'avaient vu, exactement au même endroit, dans la même position. L'un d'eux avait même vu son bras retomber mollement. Ils avaient pensé à un homme ivre, endormi sur la plage. Personne ne s'était approché. Personne n'avait appelé. Il est resté là, seul, toute la nuit. Quand la police arrive, elle commence par la routine, identifier le corps. Et c'est là que le mystère commence vraiment. L'homme n'a aucun papier, pas de portefeuille, pas de carte, pas de nom. Pire, sur tous ses vêtements, les étiquettes ont été soigneusement découpées. Chaque marque, chaque trace qui aurait pu dire d'où il venait a été retirée, à la main. Dans ses poches, un assortiment étrange. Un billet de bus inutilisé, un billet de train inutilisé, un peigne, un paquet de chewing-gum, des allumettes et des cigarettes rangées dans un paquet d'une autre marque. Rien de personnel. Rien qui parle. On confie le corps à un médecin légiste. L'autopsie ne fait qu'épaissir le brouillard. L'homme a une 40aine d'années. Il est en pleine forme, athlétique. Ses mollets sont particulièrement développés, le genre de musculature qu'on voit chez les danseurs, ou chez ceux qui portent souvent des chaussures à talons. Il est mort vers 2 heures du matin. Ses organes sont gorgés de sang, son estomac aussi. Pour le légiste, aucun doute, cet homme a été empoisonné. Probablement par une substance rare, qui agit vite et disparaît du corps sans laisser de traces. Le problème, c'est que les analyses ne trouvent rien. Aucun poison. Un homme tué par une arme chimique qui, sur le papier, n'existe pas. La police lance un appel. Qui est cet homme? Et une piste apparaît. À la gare d'Adélaïde, dans la consigne à bagages, une valise a été déposée la veille du drame et jamais réclamée. À l'intérieur, des vêtements. Et sur eux, encore une fois, les étiquettes ont été arrachées. Presque toutes. Car sur quelques pièces, un nom subsiste, griffonné ou marqué « Keane ». Enfin un indice, pense-t-on. Mais non. On ne trouvera jamais aucun Keane disparu qui corresponde. Beaucoup pensent aujourd'hui que ce nom a été laissé là exprès. Une fausse piste. Une main qui joue avec les enquêteurs. Les mois passent. L'enquête s'enlise. Faute de pouvoir l'identifier, on fait mouler un buste de plâtre de son visage et de ses épaules pour le conserver. Ce buste, un jour, jouera un rôle que personne n'imagine encore. Mais pour l'instant, l'homme de Somerton n'est qu'un cadavre sans nom, dans un tiroir de morgue au bout du monde. Et maintenant, accroche-toi, car en réexaminant le corps, des mois après la découverte, on trouve enfin quelque chose.
quelque chose que tout le monde avait raté. Cousu à la main, dans la doublure du pantalon, il y a une minuscule poche secrète. Une poche que ce costume n'était pas censé avoir. Et dedans, un petit morceau de papier, roulé, serré. On le déplie. Dessus, 2 mots imprimés dans une élégante typographie, « Tamam Shud ». C'est du persan. Cela signifie « c'est fini » ou « c'est terminé ». Ce sont les tout derniers mots d'un célèbre recueil de poèmes, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Un livre sur le fait de profiter de la vie, car la mort vient pour tout le monde. Le papier a été déchiré dans un vrai livre. Il manque donc, quelque part, un Rubaiyat avec un coin arraché. La police relance un appel public, et un homme se présente. Il raconte que, quelques mois plus tôt, il a retrouvé un exemplaire du Rubaiyat jeté à l'arrière de sa voiture. Une voiture qu'il laissait souvent ouverte, garée non loin de la plage de Somerton, au moment précis du drame. On compare. Le coin déchiré du livre correspond, exactement, au bout de papier trouvé dans la poche du mort. C'est le bon livre. Et ce livre va livrer 2 secrets. Le premier, au dos de la couverture, à peine visible, gravé dans le papier par la pression d'un crayon. 5 lignes de lettres majuscules, sans espace logique, sans mots reconnaissables. Un code. On le confie aux meilleurs. Au service de renseignement, à la marine, plus tard à des ordinateurs et à des experts du monde entier. Et personne, tu m'entends, personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. Aujourd'hui encore, ces 5 lignes gardent le silence. Le second secret, c'est un numéro de téléphone, griffonné, lui aussi, à l'arrière du livre. La police appelle. Le numéro mène à une jeune infirmière qui habite à Glenelg, à quelques centaines de mètres à peine de l'endroit où le corps a été retrouvé. Quand les enquêteurs l'interrogent, elle est troublée. Et quand, plus tard, on lui montre le buste de plâtre du visage du mort, des témoins raconteront qu'elle a semblé sur le point de s'évanouir, au bord du malaise, comme si elle le reconnaissait. Et pourtant, elle jure qu'elle ne sait pas qui c'est. Elle nie. Elle niera jusqu'à la fin de sa vie. On apprend qu'elle avait offert, des années plus tôt, un exemplaire de ce même Rubaiyat à un homme, un soldat, pendant la guerre. Un instant, on croit tenir la clé, mais on retrouve ce soldat. Il est bien vivant. Et son exemplaire à lui est intact. Ce n'est pas lui, l'homme de la plage. Alors qui était cet homme pour qu'une infirmière blêmisse devant son visage, tout en refusant de le nommer? C'est ici que l'histoire bascule dans l'ombre. Nous sommes en pleine guerre froide. Non loin d'Adélaïde se trouve une base secrète, un champ d'essai de fusées parmi les plus sensibles de l'époque. Un homme sans identité, aux étiquettes arrachées, tué par un poison qu'on ne retrouve pas, portant sur lui un code indéchiffrable. Pour beaucoup, le tableau est clair. Un espion, éliminé, puis effacé. Rien n'a jamais pu le prouver. Mais rien n'a jamais pu l'écarter non plus. Et il y a un dernier détail, le plus troublant peut-être. Cette infirmière avait un fils, né quelques années plus tôt, un garçon qui deviendra danseur. Or ce fils partageait avec l'homme de Somerton 2 particularités physiques extrêmement rares. Une malformation de l'oreille et une anomalie dentaire que très peu de gens au monde possèdent. 2 inconnus, sur une même plage de la statistique, qui n'auraient jamais dû se croiser. Alors, l'homme mort était-il le père secret de cet enfant? L'infirmière protégeait-elle un amant, un espion, un fantôme de son passé? Elle a emporté sa réponse dans la tombe. Pendant plus de 70 ans, cette affaire a rendu fou ceux qui l'ont approché. Un chercheur, en particulier, y a consacré des années de sa vie. Il a fini par obtenir, non sans mal, l'exhumation du corps. Et grâce à quelques cheveux, conservés depuis 1948 dans le buste de plâtre, il a pu extraire de là
DN. En 2022, il annonce un nom. L'homme de Somerton s'appellerait Carl Webb, un ingénieur, fabricant d'instruments, né à Melbourne, séparé de sa femme, dont plus personne n'avait de nouvelles. Après 74 ans, le cadavre sans nom avait peut-être, enfin, un visage et une histoire. Mais réfléchis un instant. On a peut-être trouvé qui il était. On n'a toujours pas trouvé ce qui l'a tué, ni pourquoi les étiquettes de ses vêtements avaient été arrachées, ni ce que cache le code, ces 5 lignes que personne n'a percées, ni pourquoi son numéro à elle se trouvait dans ce livre, ni pourquoi elle a blêmi, puis menti, toute sa vie. Un nom ne referme pas cette histoire. Il ne fait qu'en souligner le vide. C'est fini, disait le bout de papier dans sa poche. Pour lui, peut-être. Pour nous, sur cette plage, un soir d'été 1948, ça ne l'est toujours pas. Les faits sont réels. Dormez bien.